Il est 12h30. Alors, mes chers collègues, bonjour. Il est 12h30, donc la séance du conseil municipal du 25 décembre peut démarrer. Jean-François, il doit arriver ? Il est puni. Oui, il va certainement arriver. Ce conseil se déroule de manière exceptionnelle à 12h30. C'est tout simplement pour des contraintes administratives dont nous avons déjà discuté dans les différentes commissions. Avant toute chose, je voudrais adresser mes condoléances à mon ami Max et Louisette. Max pour le décès de sa maman et Louisette, bien sûr, pour le décès de sa belle-mère. Et aussi nos plus fortes condoléances à Cathy Levaillant pour le décès de sa belle-mère. Et puis ensuite, c'est ainsi que va la vie. Félicitations à Sylvain Lecoq pour la naissance de sa fille Lina. Et aussi de Frédéric Bezin pour son mariage. Il y en a qui ne le savaient pas, pour son mariage. Et aussi à monsieur Giovanni Monti, bien connu, pour le mariage de son fils. Et Giovanni a marié son fils le jour de son anniversaire, de ses 60 ans. Et il y avait 3 adjoints pour le marier et pour le tenir, parce qu'il voulait se sauver. Voilà. Donc, notre ami Giovanni a pris un coup dans le carafon. Non seulement il y a son fils, et il a pris 60 ans. Voilà. Avant toute chose, je voudrais faire une intervention, un coup de gueule, comme malheureusement, depuis le temps qu'on est élu, depuis 2014, on le fait. Je me souviens que le premier coup de gueule, c'était pour Valourec le jour des Turbulentes. Et tous les ans, on recommence avec des coups de gueule concernant tout ce merveilleux outil de Saint-Salve. Et puis, vous vous souvenez, au dernier vœu, j'avais encore poussé un coup de gueule. Et là, on continue, un coup de gueule. Donc, j'ai fait un compte-rendu bref, mais qui tient compte du principal du courrier qu'a adressé notre ami Bruno Kobzinski, qui est le représentant de l'ensemble des salariés d'Ascoval, qui actuellement est en réunion à Paris avec le ministère. Et demain, ce sera donc le tribunal qui décidera dans son audience. Alors, le tribunal de grande instance de Strasbourg a fixé l'examen des offres au 26 septembre, donc demain. À ce jour, il y a plusieurs offres, mais il n'y en a qu'une qui est engageante, c'est celle d'Altifort. Ensuite, on a la région Hauts-de-France, et je salue là la promptitude de l'engagement total du président Xavier Bertrand, qui a immédiatement proposé de mettre à disposition un prêt de 12 millions d'euros. Je voudrais aussi signaler que l'État, parce qu'enfin ils ont réussi à avoir un rendez-vous avec le commissaire interministériel à quelques heures de l'audience, qui a tout simplement déclaré: l'État n'a pas pour vocation de dilapider l'argent public comme cela se faisait par le passé. Voilà. Et ensuite, il y a la position de Valourec, qui, lui, ne veut pas abonder, c'est-à-dire miser, ne veut pas abonder positivement à la demande de participation financière. Je tiens à attirer votre attention, comme je l'ai fait à l'inauguration de l'exposition Vieux-Condé autrefois de samedi, je tiens à attirer votre attention sur les conséquences socio-économiques pour notre région, notre agglomération et surtout le bassin du Valenciennois. Celui-ci serait impacté de plein fouet par la fermeture de l'acierie. Alors, un bref résumé. C'est 580 emplois directs, 280 à Ascoval, 163 à la Tuberie, dont l'époux de notre première adjointe travaille, et 37 Phoenix. 50 sous-traitants qui seront impactés parce que leur chiffre d'affaires automatiquement va être amputé pour certains jusqu'à 30%. Et malheureusement, il y a 5 entreprises sous-traitantes qui, elles, sont des sous-traitants, je dirais, constants, et qui vont perdre un chiffre d'affaires allant jusqu'à 85%. Ça veut dire qu'ils sont morts. Sans compter les conséquences en plus sur l'emploi indirect, c'est-à-dire les commerces locaux, les crèches, les écoles, enfin vous voyez. Les pertes financières pour les collectivités, prenons un exemple,
Le CIMOV, c'est Murval Citurve, comme on les appelait avant, par rapport à la masse salariale, ils touchent un pourcentage pour les transports, ils vont les perdre. C'est sûr et certain qu'ils vont les perdre. Automatiquement, je vois que Nicolas et Christelle sont là, le CCAS, par ricochet, va avoir aussi une charge de travail supplémentaire pour gérer, une fois de plus, la misère. Mais ça, c'est pas que Vieux-Condé, c'est sur l'ensemble de nos villes. Sans compter la dépollution du site, Ascoval, et la dépollution totale du site du Phénix. C'est des sommes, par exemple pour le Phénix, ça va tout simplement jusque 32 millions d'euros, comme ça, vite fait en passant. Et on a aussi besoin, c'est pour ça que vous avez vu qu'on a mis très rapidement notre banderole, dont David est l'auteur, pas la hauteur, l'auteur du texte en faisant le jeu de mots sur les veines et le charbon. On a besoin d'une mobilisation de tous. C'est pour ça qu'on a un PIMS que j'arbore avec beaucoup de fierté dans toutes les manifestations. On sait qu'on ne peut pas sauver l'insauvable, ça c'est bien évident, mais cette situation de crise a débuté en 2014, ce que je vous disais tout à l'heure au moment où nous avons été élus. Il y a une chance de pérenniser l'emploi sur ce site. On connaît bien les salariés. Pour vous rassurer, ils releveront, moi j'en suis persuadé qu'ils vont relever le défi à nouveau pour que cette reprise puisse enfin vivre dans le temps. Et face à ce nouveau coup dur industriel en France, mais surtout dans notre région, face à cette belle unité qu'on a affichée sur nos frontons de mairie, je crois, David Valenciennes, je vais citer Fresnes, je vais citer Ernie et d'autres collectivités, Saint-Saul forcément avec une qui est très malheureuse, Cécile, Madame Gallet, Madame le maire. Donc, moi, je suis persuadé que je fais le vœu d'une union qui sera forte sur une mobilisation unitaire de tous les citoyens, les élus, les responsables politiques, les acteurs institutionnels, mais surtout sans aucun a priori ni arrière-pensée politicienne. Ce serait dommageable de faire de la récupération sur la misère du monde ouvrier. Surtout, comme on le disait, aux armes citoyens, moi ce que je vous demanderais, c'est de vous tenir prêts à une forte, mais alors à une très très forte mobilisation pour aller, si besoin était, espérons qu'on n'aura pas besoin de notre renfort, que tout se passe bien demain ou après-demain, mais enfin, soyons prêts à être mobilisés. Voilà, je voulais vous remercier de votre attention. Essayez de faire passer le message et puis comptez sur moi pour vous tenir informé, ainsi que David, sur les dernières nouvelles de demain, comme on disait. Voilà, je vous remercie. Maintenant, on va repasser au déroulement du Conseil. Avant toute chose, monsieur l'instituteur qui nous touche par cœur, je voulais, Jean-François, au nom des collègues, te féliciter pour la réalisation de Vieux-Condé autrefois, qui nous a fait peur quand on est rentré dans la salle, et le problème que tu avais mis au tableau, mais t'es fou de mettre des choses comme ça, c'est complètement débile. Je voudrais aussi passer un message, encore un coup de gueule, engueuler la météo, qui nous avait dit qu'on allait avoir une tempête terrible, et pour finir, voilà, il n'en a pas eu, mais il y en a beaucoup, et croyez-moi, ça coûte cher aux collectivités. Voilà, encore toutes nos félicitations, Jean-François, c'était quelque chose de hyper sympa, qui nous a tous rajeunis. Tu parles. Afin d'ouvrir la séance, on va donc nommer une secrétaire de séance. Je propose Madame la vice-présidente du CCAS, Fabienne Delcourt, vu qu'on va parler du LFR. Voilà, t'es d'accord? Il n'y a personne d'autre qui veut aller? Même Émilie? Alors, vous avez vu, Émilie est parmi nous, parce que l'autre fois, elle avait des petits problèmes de femme enceinte, et le jumeau se porte bien. Et le mariage, c'est... Voilà. Et on est tous cordialement invités avec les jumeaux à participer à la noce. Bien. Madame Watley, est-ce que vous pouvez procéder à l'appel du 18 juin? Monsieur Guy Bustin. Madame Caroline Di Cristina. Présent. Monsieur David Bustin. Présent. Madame Fabienne Delcourt. Présent. Madame Louisette Maximovic. Présent. Monsieur Didier Simon. Présent. Monsieur Jean-François Smith. Présent.
Monsieur Serge Forte. Monsieur Joël Sider. Monsieur Bernard Liégeois. Monsieur Tadej Maksimovic. Monsieur Joël Lemoine. Monsieur Richard Zimaniac. Monsieur Jean-Luc Abrica. Madame Martine Cherkefos. Monsieur Jean-Luc Houbard. Absent procuration à Monsieur Guy Bustin. Monsieur Hervé Tourbet. Monsieur Éric Philomètre. Absent procuration à Monsieur David Bustin. Madame Isabelle Kowalski. Alors, il y a un décès dans la famille de cette nuit ou ce matin. Ce matin, son oncle qui est décédé. Madame Ghislaine Salingue. Madame Myriam Machuel. Madame Laura Cuessien. Madame Adeline Ludwig. Madame Émilie Tourbet. Madame Marie-Claude Piquet, absente procuration à Madame Caroline Di Cristina. Le quorum est atteint, Monsieur le maire. Je vous remercie et puis je vous remercie aussi de votre présence parce qu'à la dernière réunion, il y avait encore les congés, mais là, je vois que tout le monde est rentré et tout le monde est en forme. Même Émilie, elle est en pleine forme. Voilà. Bien, donc je vous propose de dérouler l'ordre du jour. Secrétariat général, Monsieur le maire, un point du compte-rendu du 28 août 2018. Sur le compte-rendu du 28 août, on en a déjà discuté, vous l'avez eu en main. Y a-t-il des observations? Eh bien, s'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Avis favorable. Excusez-moi, on va faire dans le désordre comme d'habitude, sinon vous allez avoir mal au bras. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie de cette belle unanimité. Et on va attaquer le point de la décision modificative numéro 2 qui se situe page 4. L'objet. Monsieur le maire précise qu'il y a lieu... Oh, pardon, excusez-moi, je l'avais noté et j'ai sauté. Il y a une point... Je vais vous demander votre avis pour mettre sur table, mais j'allais le dire après, mais c'est pas grave, on va le dire tout de suite parce que comme ça on va voter. Hein. Il y a un point supplémentaire pour Madame Caroline Di Cristina, point 3 sur 9, c'est-à-dire un point supplémentaire que l'on rajoute, 3 sur 9, qui est une abrogation, une précision des services de la sous-préfecture. Il n'y a pas d'avis contraire, pas d'abstention. Eh bien, je vous remercie. Donc, je vais tout de suite la classer en 3-9. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver page 26 bis. On va l'appeler comme ça. Hein. Voilà. Donc, je reviens au point de décision modificative numéro 2. On a une modification afin d'ajuster le budget 2018. Alors, comme on avait voté au mois d'août, la modification porte notamment sur l'inscription du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'acquisition de la résidence d'autonomie Carrefour de l'Amitié pour 1 million et pour TVA et sur les frais d'acquisition pour 9 000 €. On vote en globalité l'ensemble des 3 points. Hein. D'accord ? Un par un, on vote ? On va voter la délib complète. Hein. Alors, la diminution de programme, vous savez, c'est les ajustements en cours d'exercice. Hein. La diminution de l'autorisation de programme 1703 sur le second point de restauration scolaire pour une partie de 509 000 €, parce que la réalisation totale ne se fera pas sur l'exercice 2018, pour des raisons qui seront évoquées par la suite par David Bustin. L'inscription d'une recette d'investissement correspondant à la provision de gros entretiens reversée par SIGH, qui est l'ancien CIL HLM du Hainaut, propriétaire actuel de la résidence d'autonomie à la ville, en tant que nouveau propriétaire du bâtiment. Petite explication sur la recette d'investissement, de provision, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui est tous les ans mis de côté en cas d'intervention, et cet argent, étant donné qu'on devient propriétaire, elle nous est reversée. Voilà, c'est pour ça. Donc ça, c'est des sujets qu'on a déjà abordés dans différentes commissions qu'on a abordés ensemble. C'est donc l'ajustement
de la décision modificative 2018. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va donc parler justement de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'ajustement de l'autorisation de programme d'installation du second point de restauration. Monsieur David Bustin. Oui, monsieur le maire, il s'agit d'un ajustement, comme dit dans l'intitulé, de l'autorisation de programme. Concrètement, ça ne change pas le programme, ça le met, je vais prendre cette expression, à cheval sur 2 exercices. Exact. Pour faire simple, nous avons 730 000 € qui sont inscrits pour ce programme. Donc on parle du 2e point de restauration scolaire. Le projet est à l'étude et je vais développer dans un instant. Donc sur le quartier Solitude, sur la parcelle, on peut dire de Joliot-Curie, frontale, là, qui est Frontarue, là où aujourd'hui on a une grille. L'emplacement aujourd'hui, c'est celui-ci qui est visé. Alors pourquoi un tel retard? Parce que nous avons besoin de l'avis de l'ABF, les architectes des bâtiments de France, puisque nous sommes dans un secteur classé dû à la présence de l'église Sainte-Thérèse, qu'on appelle plus communément l'église de la Solitude. Donc dans un rayon autour de cette église, nous répondons d'une réglementation à l'ABF. Concrètement, les architectes des bâtiments de France ont le dernier mot sur la validation d'un programme de construction, sur l'habillage du bâtiment, sa couleur, sa désignation, etc. Sans leur accord, nous ne pouvons pas réaliser l'opération. Que ça soit bien clair. Donc nous avons fait différentes versions de projet avec les services, que je remercie, parce que je sais qu'ils ont passé beaucoup d'heures là-dessus. Et concrètement, on s'est fait, je vais dire gentiment retoquer, parce que je tiens quand même à signaler un élément important, c'est que la première version d'habillage, puisqu'on est sur l'esthétique, hein, sur la façon dont on fait le bâtiment. Le premier habillage, c'est exactement, enfin ce qu'on souhaitait, on trouvait ça sympathique, c'était, pour bien intégrer dans le site, c'était d'avoir le même habillage que l'école Joliot-Curie, c'est-à-dire les panneaux blancs, rouges, etc., qu'on voit sur l'habillage Joliot-Curie, qui d'ailleurs a été validé en son temps, 2010, 11, 12, je ne sais plus, du temps de l'ANRU, par les mêmes architectes des bâtiments de France, puisque forcément on est dans le même secteur. Donc aujourd'hui, ces mêmes architectes qui nous disaient à l'époque « c'est joli », aujourd'hui, ils nous disent pas c'est moche, mais ils nous disent qu'ils veulent un autre habillage. Donc concrètement, nous devons revoir notre copie, ce qui nous fait un décalage de l'opération de construction. Je précise donc que ce n'est pas une volonté de la municipalité. Je n'en veux pas aux architectes des bâtiments de France. Le rôle de l'architecte, c'est aussi de s'adapter à la culture générale de l'urbanisme. Donc je peux comprendre que ça change en quelques années, mais ce qui fait donc donner du retard. Donc ces 730 000 €, vous allez les retrouver, mais tout simplement à cheval sur 2 exercices. Pourquoi? Parce que le bâtiment ne sera pas terminé en 2018, bien évidemment. Donc l'autorisation de programme, les crédits sont rattachés sur une partie 2018, 191 000 €, 2019, qui sera le plus gros morceau, puisque c'est là où on va voir la phase de construction, 539 000. L'addition des deux faisant les 730 000. Voilà pourquoi on doit modifier l'autorisation de programme. Merci. Une petite précision, l'architecte des bâtiments de France, c'est la même personne qui a validé avant et qui revalide plus, si ça se dit. Voilà. Enfin, tout le monde est au courant de cette situation. Mais ça va nous entraîner une perte et un surcoût, forcément. Objectif de 2019 construit. Inauguré, on ira manger. Bien, on a déjà abordé aussi ces problèmes-là avant, donc y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, on va passer au point 2 sur 3. Donc ça, c'est toujours sur le même problème du logement du Carrefour de l'Amitié, logement foyer restaurant. Acceptation de la reprise des lignes de la Société immobilière du Grand Hainaut pour le financement de l'acquisition de l'hébergement d'autonomie. Effectivement, le maître d'ouvrage, le CIL HLM du Hainaut, à l'époque, qui devient maintenant SIGH, avait, pour construire ce bâtiment, souscrit un emprunt auprès de la Caisse et dépôt des consignations. Ce sont des emprunts assez particulier dans la mesure où d'abord il faut être éligible pour accéder à cet emprunt. Un particulier, un industriel ou une autre destination de bâtiment ne peut pas y accéder. Comme vous pouvez le constater sur la page 6, vous voyez que le montant initial est tout à fait particulier. L'emprunt, c'est le taux du livret A plus 0,6%. Ça, c'est quelque chose qui est
assez particulier. Il faut savoir aussi que la durée initiale, et ça c'est une particularité de la Caisse et dépôts à destination de ce type de bâtiment, se fait sur une durée de 40 ans, voire 50 ans pour la ligne le deuxième emprunt. On a donc fait les consultations que l'on se doit de faire, c'est-à-dire une mise en concurrence. Il est bien évident que les prêteurs traditionnels aux collectivités, qui est la Poste, qui est la Caisse d'épargne et autres, ont répondu non, nous jamais nous prêtons sur une durée aussi longue. C'est des prêts qui sont tout à fait spécifiques, dont seuls certains bâtiments, en particulier pour le social, sont éligibles. Voilà. Donc, nous allons reprendre au même taux, pour la même durée, pour la même destination, auprès du même financeur, c'est-à-dire Caisse et dépôts, la continuité de ce prêt. Ça, nous l'avons déjà abordé ensemble. Vous avez le détail qui est là, je répète, le taux sur le livret A, plus 0,6%. Donc, il y a aussi un rectificatif sur la page 6. Il y a eu un mauvais copier-coller. Le contrat initial de la Caisse et dépôts, qui est en dernière ligne, qui porte le numéro 509-29-10, il y a lieu de noter le montant initial du prêt, c'est 517 371 euros. 517 371 euros. Donc, vous voyez, le taux, c'est exactement pareil. Le taux est sur l'autre page, en page 7, livret A, plus 0,6%. Autrement dit, c'est la continuité de la Caisse et dépôts. Ça aussi, on l'a abordé en réunion. Donc, avez-vous des questions? Sinon, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, point numéro 2 sur 4, page 8. On continue. Réalisation d'un contrat de prêt PTP, ça veut dire prêt de transfert de patrimoine, montant 667 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour un prêt complémentaire dans le transfert des contrats précités, que je vous ai dit, pour l'acquisition de la résidence, forcément d'hébergement pour personnes âgées, non dépendantes. Et c'est là où il est précisé en bas de page 8, qu'il est noté que la Banque postale et la Caisse d'épargne ont répondu négativement pour un contrat de très longue durée. C'est pas leur vocation, c'est pas leur job. La Caisse et dépôts, c'est des fenêtres de tir qu'elle a pour des destinations bien spécifiques. Donc là, pareil, on est parti sur une durée de 40 ans avec un taux de livret A plus 0,6. C'est la continuité dans le changement de propriétaire. Donc ça, c'est le suivi de l'acquisition du LFR. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On continue donc et on page 2 au point 2 sur 5. Création d'un service commun, l'Observatoire fiscal intercommunal. Ça, c'est pour, Valenciennes Métropole nous a demandé, et il y a 6 communes sur 35 qui ont adhéré à cette proposition, et ils vont procéder au recrutement d'un cadre A, de responsable de l'Observatoire fiscal intercommunal qui sera mis à disposition à 50% de son temps de travail pour les communes qui vont intégrer ce service. Autrement dit, sur ces 100% de travail, il y aura 50% qui sont consacrés aux collectivités locales comme nous sommes 6. Je suppose que dans ces 6, j'ai plus en tête, tu l'as pas non plus. Dans les 6 communes, c'est forcément les 6 communes qui sont plus de 10 000 habitants. De mémoire, on a Valenciennes, on a Anzin, on a Marly, on a Saint-Saulve, on a Vieux-Condé et on a Bruay. Et, il me semble, c'est les 6 communes qui ont adhéré, parce qu'un observatoire fiscal comme ça, c'est très important lorsqu'on a des budgets à gérer qui sont relativement importants. Donc, c'est simplement l'accord m'autoriser à signer
cette convention à la demande de l'agglo de Valenciennes. Là, on l'avait abordé aussi une première fois. Là, c'est de manière définitive. Donc, cadre A, 50%. Ah ben voilà les villes. Ah, j'avais oublié Aulnois, Condé, Vieux-Condé, Anzin, Valenciennes. Voilà. Donc, ce sont les collectivités qui ont des besoins plus importants, sauf Aubry, qui est juste à la limite. On va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Je crois qu'il est embauché, la personne. Hein, ouais, elle est embauchée. Ouais, c'est fait aussi. Bien, donc toujours à la demande de l'agglo, on va attaquer le point 2 sur 6. C'est la taxe foncière sur les propriétés bâties avec exonération des bassins urbains dynamisés. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est l'agglo qui nous a demandé. En réalité, ce que on l'a voté, ça permettra aux créations nouvelles, j'insiste, pas un déménagement, pas une reprise, pas un changement de nom, véritablement ce qu'on appelle une création nouvelle. Concurrente peut-être avec une autre, mais nouvelle. Nouveaux dirigeants, nouvelle entreprise. Ça permettra l'exonération des impôts sur les bénéfices. Ça permettra aussi l'exonération des cotisations foncières des entreprises et l'exonération forcément du foncier bâti sur cette entreprise et plus particulièrement sur l'agglo et sur notre territoire bien évidemment vu qu'on est éligible au titre de l'article 1383 F du Code général des impôts. Un petit mot de précision. Oui. Alors, juste une précision, parce que c'est un enjeu qui peut paraître comme ça... Anodin, exactement, mais qui a un impact très fort sur l'économie de notre territoire, Vieux-Condé, mais d'autres communes aussi, puisque c'est une exonération assez importante, le maire l'a rappelé, et c'est donc l'objectif de motiver l'installation de nouvelles entreprises. Alors que ce soit à partir de 0 salarié, c'est-à-dire quelqu'un qui est indépendant et qui souhaite le rester, ou même un salarié, 2 salariés, donc forcément... Les exonérations vont sur certaines durées jusqu'à 10 ans. Ça coïncide aussi, et c'est tant mieux, ça coïncide aussi, c'est tant mieux sur une volonté de la ville de Vieux-Condé dans le développement économique, puisque je vous rappelle qu'on a une programmation PNR4 avec 900 mètres carrés de commerce. Donc si demain, bien sûr, on a nos commerçants actuels qui déménagent, puisqu'ils sont déjà sur site, ou d'autres qui s'installent ici mais qui existaient avant, donc qui ne seront pas éligibles à ça, mais ça peut motiver l'installation et donc la création de nouvelles activités sur notre territoire. Pas spécifiquement sur ce secteur-là, puisque avant, les zones franches étaient qualifiées dans certains secteurs, une partie de Vieux-Condé était concernée. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire, puisqu'il est identifié comme bassin minier. Alors, il n'y a pas que nous, bien sûr. D'autres communes voisines vont aussi délibérer en ce sens. Mais je tenais quand même à le signaler, parce que cette exonération, c'est vraiment un poumon et c'est une sacrée aide, puisqu'on dit toujours... dans le monde de l'entreprise, que si on passe pas les 3 premières années, bah c'est fini, c'est qu'on est foutu. Voilà, là on peut passer les 5 prochaines, voire les 7, voire les 10, selon les critères et selon la fiscalité en place, mais c'est pas neutre pour un territoire comme le nôtre, celui de la commune de Vieux-Condé et celui de Valenciennes Métropole. Donc c'est vrai que sur le texte, ça tient sur pas beaucoup de lignes, mais l'enjeu est quand même assez important et peut être générateur d'emplois, ce dont on a besoin à Vieux-Condé comme ailleurs sur le territoire. Merci. Autre précision, des personnes qui habitent sur notre territoire, même s'ils vont travailler sur un autre territoire qui n'est pas éligible, du fait qu'ils résident sur notre zone, pourront faire bénéficier à leur futur employeur de certaines exonérations. C'est ce qu'on appelle les zones franches. Donc là-dessus, oui. La vente, vous me dites si la vente ne se fait pas, si ils vendent... non, c'est une création. Une création pure. Une affaire nouvelle. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Oui. Sinon, ce serait trop facile de trouver un prête-nom, hein, et puis voilà. Non, c'est vraiment dans l'esprit de faire de la création. Hein. Voilà. Bernard. Oui, juste pour éclairer l'ensemble des gens, ça prend effet quand? Maintenant. On le vote maintenant. C'est en route. Est-ce que c'est rétroactif ou pas 2019. Pour l'année 2018. Oui. Je pense aux créations qui ont été 2019. Oui. Donc celles qui viennent de se créer mais qui ne sont pas encore actives, ils ne seront pas éligibles.
D'accord. Hein, on va communiquer comme on a communiqué pour les emplois de personnes qui seraient susceptibles, en habitant Vieux-Condé, d'aller travailler à l'extérieur. On n'a pas voté, on va donc voter, vous voyez, pour une fois, on va voter de l'exonération. Tant pis, que voulez-vous, tant mieux pour les créations d'emplois et tant mieux pour ceux qui seront embauchés. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va passer maintenant au pavé ressources humaines. Donc, comme je vous l'ai précisé en début de conseil, donc vous trouverez sur table le 3+9 dont vous m'avez donné l'accord pour que Caroline puisse le développer. Et sachez aussi qu'il y a des modifications qui sont apportées sur les articles 3/6, 3/7 et 3/8. C'est des précisions qui viennent de la sous-préfecture, qui apportent des rectifications de dernière minute. Donc, nouvelle 3/9, modification 3/6, 3/7, 3/8, mais le point 3.1 jusqu'à 3.5 est inchangé. Madame Di Cristina. Alors, point 3.1. Modification du tableau des effectifs de la filière administrative au 1er octobre 2018. Donc, la libération présentée permet de modifier le tableau des effectifs de la filière administrative. Donc, les créations de postes se justifient par le traitement des avancements de grade 2018. Les postes vacants étant insuffisants, il est nécessaire d'en créer. Donc, un poste d'attaché hors classe à temps complet, un poste de rédacteur principal de première classe, 2 postes d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet. Aussi, le poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps non complet, n'a plus lieu d'apparaître au tableau des effectifs puisque l'agent correspondant a été muté au CCAS, d'où la suppression de ce poste. Donc, vous avez le détail, page 13. On vote. Et on va donc passer au vote. Ça aussi, ça a été abordé dans les différentes commissions. Et y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Point 3 sur 2. Modification du tableau des effectifs filière médico-sociale au 1er octobre 2018. Donc, la délibération présentée permet de modifier le tableau des effectifs. Les créations de postes se justifient par le traitement des avancements de grade 2018. Les postes vacants étant insuffisants, il était nécessaire d'en créer. Donc, un poste de cadre de santé première classe à temps complet et un poste d'auxiliaire de puériculture principale de première classe à temps complet. Voilà, donc pareil, vous avez page 14, le tableau de la filière. On s'excuse, mais on est obligé de travailler filière par filière. Hein. Ça, c'est regrettable, mais que voulez-vous? Et maintenant, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va donc passer au 3.3. Modification du tableau des effectifs filière sociale au 1er octobre 2018. Donc, la délibération présentée permet de modifier le tableau des effectifs. Les créations de postes se justifient par le traitement également des avancements de grade en 2018. Les postes vacants étant insuffisants, il est donc nécessaire d'en créer. Donc, la création de 2 postes d'ADSEM principal de première classe à temps complet au 1er octobre 2018. Voilà. ADSEM qui sont dans des classes, c'est normal. Hein? Bien sûr. Page 15, hein, donc là, Non, pareil. On vote. Filière sociale, on vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. 3.4, filière technique. Alors, la délibération présentée permet de modifier le tableau des effectifs de la filière technique. Pareil, les créations de postes se justifient par le traitement des avancements de grade 2018. Les postes vacants étant insuffisants, il est nécessaire d'en créer. Donc, un poste d'adjoint technique à temps non complet, un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps non complet, un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps non complet, 2 postes d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps non complet, un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps non complet, un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps non complet et un poste d'agent de maîtrise principal à temps complet. Donc, parmi ces postes, un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe à temps non complet est créé pour permettre de satisfaire le nettoyage d'une école dans le cadre de la mise en place des CP12. Donc, les CP12, c'est la nouvelle loi de cette année, 12 par classe en CP. Bien.
On ne va pas demander à Caroline de nous lire page 15 et 16. Non, on ne va pas lui faire ça. Alors, filière technique, donc on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, Jean-François vous remercie pour CP12. Recrutement d'un chargé de communication 3.5. Et après, il y aura des modifications. Hein. Donc 3.5, c'est inchangé, poste 18. Alors, recrutement d'un chargé de communication. Même si une délibération est existante datant du 14 mai 2009, il est nécessaire de l'actualiser en intégrant les exigences du poste identifiées dans cette délibération. Aussi, la personne recrutée à temps complet et sera rémunérée par référence au premier échelon de la grille indiciaire des attachés. Combien de candidatures aujourd'hui? 21. 21, 22 candidatures. On reviendra vers vous. Elles seront, comment dire, elles seront étudiées en comité et puis ensuite on vous tiendra informé du choix ou du non-choix de la personne retenue. Donc, je vous demande de bien voter le recrutement d'un chargé de communication. Page 18. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Merci, et on reviendra vers vous. Donc là, c'est à partir de là qu'il y a des précisions, des rectifications, plus exactement, de la sous-préfecture. Madame Di Cristina. Alors, le point 3.6. Vous les avez sur table, hein? Oui. Donc, vous prenez celle qui est sur table. 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9. Voilà. Donc, la 3.6 et nous allons faire en même temps la 3.9, mais nous votons en deux fois. Donc, la 3.6. Ouais. Abrogation de la délibération. Non, on recommence. C'est enregistré, c'est pas... Abrogation de la délibération. Abrogation. Numéro donc 2018-071A du 25 juin 2018 relative à l'attribution du RIFZEP au 1er janvier 2018. Compliqué, hein? Alors, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Donc, nous allons faire la 3.9. La 3.9, c'est la point supplémentaire qui est page 26 bis, on va dire. Hein. C'est bon, abrogation. Non. Abrogation. Abrogation de la délibération numéro 2018-072A du 25 juin 2018 relative au régime indemnitaire pour l'année 2018. Donc, tout ça concerne les agents. Bien, ça, c'est des sujets qu'on a déjà maintes et maintes fois abordés depuis 2017, d'ailleurs, hein, si ma mémoire est bonne. Hein. Et puis, c'était vachement évolutif parce que le yo-yo entre l'Assemblée nationale et le Sénat n'était pas terminé. Donc, sur ce point 3.9 supplémentaire que vous m'avez accordé de présenter, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Au suivant. Donc, point 3.7. Donc là, vous l'avez également sur table. C'est le régime indemnitaire applicable aux cadres d'emploi non entrés dans le RIFZEP. Donc, certains cadres d'emploi ne peuvent bénéficier du RIFZEP à ce jour. Tel est le cas pour les agents du cadre d'emploi des techniciens territoriaux. Par conséquent, pour permettre de maintenir un régime indemnitaire classique, il est nécessaire de voir apparaître dans la délibération le type de prime possible à verser aux techniciens, telles que prime de rendement et de service. Indemnité spécifique de service identifiée dans les tableaux figurant dans la délibération. Les tableaux, vous les avez dans votre délibération. Bien, donc là encore, rectification. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On en est au 3.8. Tu ne vas pas tout nous lire, hein? Juste ça. Je ne lis pas ça, je lis le résumé. Alors là, demain, on n'a pas fini. Hein? Donc, point 3.8, le régime indemnitaire... Ça fait 3 pages. Hein? Tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, donc RIFZEP. Comme dit dans la précédente délibération, les techniciens territoriaux ne peuvent pas entrer dans le RIFZEP. Il est donc nécessaire de retirer ce cadre d'emploi à cette délibération. En effet, l'arrêté du 30 décembre 2015, pris pour application du décret 2014
513 permet uniquement aux techniciens supérieurs de développement durable, ex-contrôleurs, de bénéficier du RIFZEP. Aussi, le RIFZEP comprenant l'IFSE, indemnités liées aux fonctions, aux suggestions et à l'expertise, et le CIA, complément indemnitaire annuel, il est nécessaire de rappeler que les agents stagiaires, titulaires et non titulaires sont donc bénéficiaires du RIFZEP. Voilà. Merci. RIFZEP, on commence à connaître un peu par cœur. On va donc procéder au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Merci Caroline. Maintenant, on va changer de bloc. On va passer en urbanisme et technique. Monsieur David Bustin, 4 sur 1, convention de raccordement d'un mob vidéo, dont on a parlé hier. Oui, monsieur le maire, il s'agit tout simplement dans notre politique d'installation de sécurité et de protection du citoyen. Il y a bien sûr la création de la police municipale déjà depuis, 2015. Fin 2015, de mémoire, octobre 2015, avec un renfort d'ailleurs d'un agent supplémentaire il y a peu de temps. Et nous avons mis en place aussi une politique de vidéosurveillance qui n'existait pas précédemment, ou en tout cas, il y avait quelques vidéosurveillances, mais assez obsolètes sur certains bâtiments. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes sur de la vidéosurveillance. Je veux quand même répéter, et je vais le répéter encore longtemps, cette vidéosurveillance est haut de gamme, c'est-à-dire que les gens voient une petite caméra et se disent ouais, c'est pas terrible, c'est juste que la technologie elle avance et qu'elle est en capacité aujourd'hui de lire les plaques, de reconnaître les visages, y compris de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions d'éclairage ou autres de ce type de caméra. Donc la volonté de la municipalité, c'est d'inscrire, j'ai pas le titre, j'ai pas le montant exact, mais je crois que c'est une moyenne de 45 000. 50 000. Voilà, 50 000 euros. 67 000 sur 2018, parce Oui. qu'on a mis 7 caméras dans le parc Jean Dussène pour éviter de couper des arbres. Donc pour continuer cette politique de raccordement vidéo, puisque forcément quand on pose un mât avec une vidéo, alors quand on pose un mât on met plusieurs caméras, puisque forcément il y a plusieurs angles à filmer, donc forcément il faut une connexion, il faut un branchement et tout ce qui va avec. L'objectif là c'est la cité Taffin, puisque la cité Taffin a eu un renouvellement urbain assez important, près de 3 millions d'euros de VRD, porté par la ville et ses partenaires, et Maison et Cité sur sa partie rénovation du parc locatif. Nous avons créé ce qu'on appelle un observatoire naturel, là au fond du parc, et dans lequel nous rencontrons de temps en temps des difficultés. Et puisque maintenant nous avons l'avantage d'avoir un comité de quartier avec qui on travaille amplement, Joël peut en témoigner avec ses différents services, il a été décidé par le pouvoir de police de monsieur le maire d'installer 3 caméras qui permettront de surveiller ce secteur précisément. Donc tout simplement, on a ce qu'on appelle un poste de relevage. Alors c'est le numéro 14, ça va pas vous aider. Par contre, je peux vous dire qu'il est rue Tamaris. Donc c'est un poste de relevage d'assainissement. C'est le SIAV maintenant. Avant c'était le CIRC, aujourd'hui c'est le SIAV. Et concrètement, la volonté, c'est de mettre un mât à proximité de cet endroit pour nous autoriser à nous alimenter, prendre du courant dans le local technique pour pouvoir alimenter les caméras. Donc 3 caméras vont être installées là. Et l'objectif, c'est de faire une convention entre le SIAV et la ville, puisque il faut que le SIAV nous autorise à brancher les caméras sur son électricité, voilà, pour faire au plus simple. Donc la volonté là, c'est d'autoriser le maire à signer cette convention. Nous avons bien évidemment déjà reçu de Madame Véronique Dupire, présidente du SIAV, l'accord de principe sur son acceptation. Donc les caméras seront installées dès qu'on aura raccordé, enfin dès qu'on aura les documents officiels nous permettant de le faire. Merci David. Avec un avantage, c'est que quand une pompe de relevage elle tombe en panne, il y a une astreinte qui intervient tout de suite. Donc notre caméra, elle sera toujours alimentée de façon à filmer les cigognes qui vont porter des petits enfants comme à. Bien sûr. Espérons qu'elle filme des cigognes et pas autre chose. Bien, sur ce, c'est l'occasion de remercier nos amis où on était en réunion hier avec Max, jusque Tuteur les Biroulettes, au SIAB, de remercier la confiance qu'ils nous portent et surtout de nous accueillir. Sur ce sujet précis, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Jean-François, culture, désherbage. Désherbage, attention, hein. Demandez à Nicolas Hulot, là. C'est de la culture. Oui, donc il s'agit ici de nous autoriser à
envoyer à Ecovalor les livres les plus abîmés au niveau de la bibliothèque, du moins ceux dont on ne peut pas refaire quoi que ce soit. Et aussi nous permettre de mettre en vente les CD et les documents les plus corrects. Donc vous avez en annexe ici les tarifs utilisés. Donc le tarif est indiqué, mais il faut aussi nous autoriser à nous permettre à faire des dons aux associations, s'il y a des associations qui peuvent en bénéficier. Bien sûr. Je vous rappelle, Ecovalor, c'est l'usine d'incinération de Saint-Saulve. Hein. Il y a des livres qui sont tellement qu'on ne peut pas se permettre parce que si on mouille le doigt sur des bouquins comme ça, c'est un peu dangereux. Donc autant les incinérer. Et puis bien sûr faire don à des œuvres caritatives. Sur ce point 5 sur 1, page 28, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. On va passer maintenant à ce qu'on disait tout à l'heure en marché public, donc la reconstruction du groupe scolaire. C'est sur 1, Monsieur David Bustin. Oui, Monsieur le maire, il s'agit d'un dossier important concernant notre mandature, puisque c'est, pour rappel, lorsque nous sommes arrivés en mars 2014, la première chose que nous avons fait, c'était un état des lieux du patrimoine communal qui fait à peu près un petit peu moins de 50 000 mètres carrés de surface développée. Ça vous donne quand même un ordre d'idée du nombre de bâtiments, du nombre d'infrastructures, qu'elles soient culturelles, sportives ou autres. Et bien sûr, dans ces bâtiments, nous avons nos écoles. 2 écoles ont bénéficié d'une rénovation récente dans le cadre de l'ANRU, la rénovation urbaine, sous la précédente mandature. De mémoire, ça s'est terminé en 2012, il me semble, ou 2013. Désolé, j'ai pas la date exacte. Et puis, il y a les autres écoles, bien sûr, qui existent. Donc, nous avons 4 écoles maternelles et 4 écoles élémentaires qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Nous avons une réflexion, pour rappel, sur l'école maternelle du centre dans le cadre d'une requalification urbaine, ce qu'on appelle un PNR-CAD, donc requalification des quartiers anciens dégradés. C'est pour ça qu'en bas de la place, vous voyez des bâtiments qui sont en bardage parce qu'ils sont maîtrisés foncièrement. Et puis, nous avons aussi l'école du Rieux, sur laquelle on a une programmation d'aménagement de parking. On y reviendra certainement dans une prochaine assemblée délibérante. Et puis, nous avons l'école du Monde Perouet. Alors, c'est l'école Georges Germain, mais tout le monde la connaît mieux sous le nom de l'école du Monde Perouet, donc on va l'appeler comme ça, même si elle mérite son nom avec la famille Germain. Donc aujourd'hui, dans le bilan qu'on a sorti à l'époque en 2014, c'était l'école pour nous la plus dégradée en termes de constat. Et la difficulté, c'était de se poser la question de partir sur une rénovation ou une déconstruction-reconstruction, avec toute la difficulté et tous les enjeux que ça comporte, c'est-à-dire de démolir et de reconstruire pendant le maintien de l'activité. D'où la durée d'un chantier, pour vous donner un ordre d'idée, d'environ 33 mois. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont être scolarisés là et qui ne connaîtront l'école que sous forme de travaux. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée de la difficulté. Pourquoi ? Parce que le site, il est enclavé, que les vieux condéens connaissent bien, et donc on ne peut pas forcément construire une école à côté, ça aurait été bien plus facile, et récupérer le terrain de l'autre côté. Donc je voulais juste expliquer, parce que cette décision a été prise dès le départ 2014, et on arrive en 2018 à la fin d'une opération qui a été assez longue, mais pour montrer aussi et faire une démonstration rapide, je vous rassure, à la population qu'entre le moment où on prend une décision politique et le moment où elle commence à se transférer par du concret sur le terrain, il se passe beaucoup de temps. C'est pas une volonté ou une incompétence, c'est une question d'efficacité, mais c'est aussi une question de redondance administrative qui fait qu'on prend pas du retard, mais des délais d'instruction. Alors, un petit rappel. Cette école, aujourd'hui, nous avons une école maternelle de 2 classes et une école de 3 classes. Nous avons aussi les activités périscolaires, ce qu'on appelle les TAP, les temps d'activité périscolaire. Le coût initial des travaux hors honoraires était, je dis bien était, puisqu'on va revenir dessus, donc c'est une provision, puisqu'à l'époque on fait appel à des économistes, était de 2 275 000 euros hors taxes et hors honoraires. J'y reviendrai parce que c'est important. Par décision, en date du 26 septembre 2016, Monsieur le maire confiait l'étude de programmation à MP Conseil. Alors je vous rappelle qu'entre deux on s'est vu, on a ici au sein du conseil municipal, on a mis en concurrence, etc., etc. Bref, MP Conseil de Schiltilgem dans le 67 a été retenu pour faire l'étude de programmation. C'est-à-dire que là, on rentre dans la phase comment on l'écrit. C'est ce qu'on appelle un AMO, un assistant au maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est la ville. L'AMO nous assiste pour nous aider à concevoir. Le 14 mai 2017, nous avons lancé ce qu'on appelle un avis de concours de maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, c'est le bureau d'études qui va, l'architecte si vous préférez, ou son groupement, qui va dessiner concrètement ce qu'on va lui demander.
Le premier cabinet MP Conseil fait la liste des courses et le deuxième écrit et transforme ça sous forme d'un projet complètement opérationnel. Bien sûr, nous avons eu un jury qui a été composé des membres permanents de la commission d'appel d'offres, donc des membres ici autour de cette table, et composé aussi de 3 architectes, puisque c'est une obligation, bien évidemment, réglementaire, dans un jury de faire rentrer des architectes qui sont spécialistes et qui ont un regard sur ce que leurs camarades font. Nous nous sommes réunis le 4 juillet 2017 à 9h très précisément pour sélectionner 3 des candidats admis à présenter une esquisse. Une esquisse, c'est je vais dire un dessin, ils vont pas aimer si je le dis comme ça, mais c'est un dessin, c'est une projection qui nous permet de se rendre compte de ce que ça pourrait donner, leur vision des choses. Une petite précision, nous avons créé une commission technique. Cette commission technique n'est pas obligatoire à aucun moment. Ça a été la volonté de la municipalité de créer cette commission technique. C'est quoi? C'est en dehors du jury qui lui est obligatoire, commission d'appel d'offres et architectes, on a créé une commission technique pour s'entourer des gens qui sont concernés. Bien sûr, votre serviteur, accompagné du maire, de Joël Sider, mais j'en passe, c'est les meilleurs. Jean-François, pardon, je vais me faire engueuler. Jean-François, pardon, oui, c'est vrai, c'est une école, excuse-moi. DJ Simon aussi sur la sécurité, bref. Mais surtout, de la représentativité qu'on n'a pas habituellement dans les jurys, c'est-à-dire la directrice d'école, les professeurs, les parents d'élèves, et les habitants qui sont autour de ce bâtiment, puisqu'ils vont subir aussi. Et ils ont leur mot à dire sur le stationnement, les riverains, le sens de circulation, etc. Donc cette commission technique, on l'a animée. Il y avait l'inspecteur académique aussi qui était invité, ou son représentant, et a émis aussi un avis complètement indépendant et qui ne doit pas tenir compte, bien évidemment, mais je pense aussi au Conseil citoyen, bien évidemment, mais on donnait un classement qui était identique à celui qu'on a donné dans le cadre du jury. C'est involontaire puisque je rappelle que les candidats, quand un jury répond, les candidats sont anonymes. C'est-à-dire que concrètement, on a un huissier qui... Donc les candidats, c'était ABC, je crois. ABC. Enfin, c'était des lettres. A, B, C, D, E, F, par exemple. Donc on est tombé sur le même coup de cœur. On peut dire ça comme ça. Donc, le choix du lauréat s'est déroulé le 20 novembre 2017. Suite à ça, nous avons, seulement après avoir choisi le lauréat, levé l'anonymat par un acte de huissier. Ouais. En décision du 23 novembre, et ça a été forcément validé par le contrôle légalité en date du 27, en l'occurrence la sous-préfecture de Valenciennes. Sur le groupement qui a été choisi pour la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire le groupement des architectes qui vont suivre l'opération. Nous avons B+B Architecture qui est mandataire du groupement. Quand on dit mandataire du groupement, c'est le pilote dans l'avion, c'est lui qui va commander et s'associe avec des spécialistes dans tel ou tel domaine. Vous avez de la thermographie, vous avez différents domaines pour construire un bâtiment. Donc vous avez HDM Ingénierie, vous avez Canopé, et il m'en manque un je crois, et vous avez Quiétude. Le marché négocié sera définitivement signé le 30 janvier 2018. Donc vous voyez, on part de 2014. On arrive au 30 janvier 2018. C'est une très belle date d'ailleurs, le 30 janvier, qui n'a rien à voir. Depuis, l'avant-projet a connu quelques modifications, dont celle très importante. C'est la date de son anniversaire. Oui, c'est pour ça que j'ai dit ça. Une décision très importante, c'est le changement de catégorie sur les CP et les CE1. C'est ce qu'on appelle les CP12 dont tu parlais tout à l'heure. J'ai envie de dire que quelque part, pour une fois, heureusement qu'on était bien calé avec ça, parce que si on avait lancé la consultation définitive avant la nouvelle loi Macron, qui divise en 2 les classes, je fais light, mais c'est à peu près ça, on aurait fait une erreur colossale. Donc concrètement, il a fallu revoir la copie, ce qui explique que la décision en termes budgétaires a une incidence, puisque quand on divise les classes, alors on les coupe pas en 2 et les gamins sont pas comme ça, on recrée des classes supplémentaires. Donc à l'époque, quand on avait fait le concours avec les architectes, on leur avait dit, puisque la loi traînait dans les couloirs, on savait que ça allait sortir, de potentiellement faire des projets différents et de pouvoir potentiellement installer ces classes. Donc aujourd'hui, ces classes sont installées, configurées dans les plans. Au stade de l'avant-projet définitif prévisionnel, nous passons donc à 2 781 173 € et 30 centimes, excusez-moi du peu en termes de précision. C'est toujours du hors-taxe, puisque l'État a décidé de couper les classes en 2, ce qui permet quand même d'avoir un confort pour les élèves. Il faut admettre que là, cette décision, elle est plutôt positive. J'espère que les services de l'État seront bienveillants, monsieur le maire, sur la DETR 2019 pour pouvoir nous aider à subventionner cette école, puisque maintenant, nous passons donc à ces 2 781 000, auxquels nous devons rajouter la TVA,
auxquels nous devons rajouter les différents honoraires de bureaux d'études, coordo, SPS, je vous en passe et des meilleurs, ce qui nous fait une programmation totale en TTC, puisque une commune est budgétée en TTC, de 4 400 000 euros TTC. C'est un des plus gros projets, en dehors de l'acquisition bien sûr du foyer dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'un des plus gros projets porté par notre municipalité et notre mandature. On y tient beaucoup à cœur, on est associé avec les habitants. Donc la volonté aujourd'hui, c'est d'autoriser le maire à approuver l'avant-projet définitif, qui se monte donc, au moment où on se parle, à 2 781 000 euros. Mais rappelez-vous qu'on va seulement lancer la consultation auprès des entreprises et que c'est seulement quand on aura le retour des entreprises qu'on connaîtra le coût réel de la construction. Donc aujourd'hui, la nécessité d'approuver l'avant-projet définitif, d'engager l'établissement et l'obtention du permis de construire, puisque forcément nous aussi on est soumis à permis de construire, heureusement, et puis d'engager la consultation des entreprises, je viens de vous en parler, et bien sûr d'engager toutes les démarches et documents y afférents, y compris les potentielles demandes de subvention et, je l'espère, la dotation de la DETR. Merci, monsieur le maire. Bien, pour la DETR, j'ai déjà rencontré avec Antoine, on a déjà vu avec monsieur le sous-préfet, et on a déjà mis quelque chose en œuvre pour choisir la plus grosse tranche pour demander la participation, forcément. Parce que 20% de rien, ça fait pas grand-chose, mais 20% sur une grosse tranche, ça fait un peu plus. Donc voilà. Donc ces explications, ben forcément, on y reviendra. On va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie de cette belle unanimité pour nos enfants vieux-condéens. Ensuite, pour information, il y avait la liste des décisions que l'on a prises. Ça, vous l'avez eu, c'est joint à votre convocation. Maintenant, il me reste donc à vous remercier. Ce conseil municipal était un peu exceptionnel, mais les contraintes administratives ont fait qu'on a choisi 12h30. Le prochain conseil n'est pas encore défini, mais ce sera vraisemblablement dans le courant du mois d'octobre-novembre. On va essayer d'aller assez vite si toutefois les informations gouvernementales nous arrivent en temps et en heure. Voilà, merci de votre participation et comme le dit Sylviane, n'oubliez pas, il y a des documents signés. Ensuite, il y a un match de handball, un gala. Serge. Je voulais informer donc tout le conseil que normalement vous deviez avoir les invitations ce matin. Je pense qu'il y en a qui ne les ont pas encore reçues. Ça a été programmé hier, un match de gala donc à la salle Mertens. C'est une équipe féminine belge nationale contre la D1 de Saint-Amand. Donc l'inauguration, c'est à partir de 15h30. Venez nombreux. Hein, ça serait bien qu'on soit quand même tous ensemble. Pour justement faire plaisir également à ce club de rugby. À David. Qui tourne très très bien. Et au président. Voilà. Et ils ont demandé éventuellement si on pouvait remettre quelque chose, une médaille pour une coupe de cheveux. À ce jour-là. Je pense qu'on va le faire comme ça. Voilà, merci à tous. Bon appétit.